Salut les amigos, aujourd'hui on va répondre à la question qu'on s'est tous posée quand on a démarré en cuisine. C'est quel couteau il me faut pour découper? Est-ce que j'ai besoin d'un couteau japonais? Est-ce que j'ai besoin d'un couteau européen? La lame Damas, lame traditionnelle? On est avec Fabien, le professionnel du couteau, qui va tout nous expliquer. On va lui poser les questions ensemble. Venez, on est parti. Salut Fabien. Juan, bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et toi? La forme? Parfait. Merci de nous accueillir. Bienvenue. C'est adorable. Tu sais que je rêve couteau, je cauchemarde couteau, j'ai plein de questions. Non mais vraiment, et ça fait hyper longtemps que je voulais avoir un professionnel de la coutellerie et il y a toi qui est tombé comme ça, direct du ciel. Comment t'es arrivé dans cet univers du couteau? J'ai eu un grand-père qui était boucher. Ok. Et tous ses couteaux professionnels étaient remisés, il était en retraite, et tous ses couteaux professionnels étaient remisés dans un atelier qui était derrière chez mes grands-parents. Et dès que j'arrivais chez mes grands-parents, je faisais une bise à mes grands-parents et je filais dans l'atelier, je regardais les couteaux comme un gamin je regardais les couteaux qui étaient au mur comme ça, j'étais en admiration devant ces objets. C'est énorme. Et puis la vie a fait que j'ai pu me lancer professionnellement dans la coutellerie qui était ma passion. Et ça fait bientôt 21 ans et je ne regrette pas. Ouais. Donc il y a des enfants qui rêvent de bonbons, toi tu rêvais de couteaux. Ouais, je regardais les couteaux, moi. Énorme. Ça c'était où du coup? Moi je suis né, je vis actuellement encore à Reims. Ok. Et la première coutellerie c'était à Reims? La coutellerie, on est connu sous le nom de la coutellerie champenoise à Reims. Okay. Et ici, c'est la première, on est à Paris ici, dans le 6e arrondissement, c'est la première coutellerie hors Reims que j'ai ouverte il y a 7 ou 8 ans, je crois. Parce qu'il faut savoir qu'à Reims, je crois que monsieur a la plus grande coutellerie d'Europe, non? N'est-ce pas? On a la plus grande coutellerie généraliste d'Europe avec plus de 110 mètres carrés dédiés aux couteaux uniquement. Arrête. T'as plus de couteaux qu'ici? 5 ou 6 fois plus de choix qu'ici. Ici, il y a 35 mètres carrés, c'est pas compliqué. T'imagines ça? Le paradis, quoi. Je veux venir. Tu sais qu'on a un resto là-bas, on va venir te voir. Hein. Eh ben, volontiers. Les amigos, 21 ans d'expérience. Vous vous rendez compte? C'est un truc de malade. Et aujourd'hui, on a la chance de poser des questions. Toutes les questions les plus bêtes, les plus simples, les plus basiques qu'on s'est posées à chaque fois qu'on a envie d'acheter un couteau. J'achète un couteau japonais, un couteau suisse, un couteau... Est-ce que tu as les réponses pour ça? À des questions plus précises, oui, mais en fait, il faut choisir un couteau déjà qu'on a envie de prendre en main et qui soit le prolongement de sa main. Donc, il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Il faut commencer avec des couteaux simples. Ok. Allez, je prends 3 couteaux. Ça, c'est le couteau d'office, une lame courte. Les basiques, du coup. Maniable. Tranchante, c'est le premier couteau qu'on va utiliser pour éplucher, nettoyer des fruits, des légumes. C'est le couteau de maniabilité qu'on va utiliser en main comme ça. Un couteau utilitaire, cette forme-là, elle va servir aux petites découpes de précision. Personnes qui n'ont pas besoin qui sont pas rassurées par les grandes lames aussi. Et on a besoin d'un grand couteau qu'on va appeler soit le couteau de chef, le couteau à émincer. Qui permet en gros d'avoir une assise suffisamment haute pour travailler sur planche avec ce mouvement de balancier qu'on a là. Alors ça peut être la forme chef comme celle-ci. Okay. Donc il faut adapter la taille de la lame sur les longs couteaux en fonction de son gabarit. Donc, dans les couteaux, les amis, la taille et le compte. Exactement. Voilà, très important. Et ça compte. Dans les couteaux, hein. Ne vous excitez pas. On va garder bien les étapes en tête. Donc, règle numéro 1, déjà, tu l'as annoncé, le toucher. Donc, c'est important. L'ergonomie, ouais. L'ergonomie, parce que tu as bien dit, c'est le prolongement de ta main. Donc, on a à peu près la même type de lame, mais tu vois, Okay. l'équilibre va être totalement différent. Ah oui, ça n'a rien à voir. Là, on bascule beaucoup plus en avant. Ouais. On a un levier. Ouais, la prise en main est complètement différente. Ouais. Donc, c'est une question de répartition de poids et certains veulent du lourd, certains veulent du léger. Donc, règle numéro 1, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Fabien. On va le prendre en main, c'est moi qui le dis aussi. En vrai, je rigole. J'essaye de poser toutes les questions pour que vous les ayez, vous. On va prendre le couteau en main et on va essayer de toucher. Est-ce que le manche, on le préfère en bois? Est-ce qu'on préfère en plastique? Est-ce que l'équilibre, il est agréable? Il faut vraiment venir toucher, s'adapter. Comme Fabien l'a très bien dit, c'est le prolongement, donc il faut être à l'aise sur la prise. Règle numéro 2,
Donc après, tu parlais de est-ce qu'on va partir sur un couteau plutôt japonais ou plutôt européen? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur les angles aussi. Ouais, on y reviendra. Ouais. On va y arriver. Plusieurs différences, à savoir que déjà au Japon, ils n'ont pas de couteau sur table. Donc tout doit être coupé en cuisine. Ah oui. Bah oui. Donc ils n'ont Je me pas... suis... Attends, ça, je viens vraiment de l'apprendre pour le coup. C'est énorme, bah Bah oui. oui. Ah ouais. Donc au Japon, ils ont des formes de lames qui sont déclinées quasiment pour chaque utilité. Au Japon, ils sont jusqu'au boutiste. Il y a le couteau à anguille, le couteau à thon, il y a le couteau le polyvalent de légumes. Mais ici en Europe, on va se concentrer sur les formes de lames polyvalentes. On va pas partir dans toutes les formes de lames que les Japonais proposent. Donc ça, c'est une des premières choses. Au Japon, une utilisation, une tâche en cuisine, une forme de lame. Ensuite, et c'est surtout là que la différence se fait, des aciers beaucoup plus durs au Japon. Ok. Donc une coupe et une tenue de coupe supérieure. Pour faire un couteau, Pour faire un couteau. il y a plusieurs techniques, mais au Japon, c'est plusieurs lames. Comme sur ces lames damassées, oui, ça peut être une technique d'avoir ce qu'on va appeler finalement une pâte feuilletée d'acier Ouais. qui va permettre d'obtenir un mélange de deux aciers, un acier dur, Oui. un acier tendre, qui une fois mélangés donneront, c'est-à-dire écrasés, Écrasés. compactés comme une pâte feuilletée, Ouais. vont donner les deux caractéristiques d'une bonne lame, tranchante mais pas cassante. Résistante. Voilà. Parce Ok. que si on n'a qu'un acier dur, la lame est cassante, Ok. mais elle coupe. Et si on n'a qu'un acier tendre, la lame se tord, Oui. mais ça ne coupe pas. Est-ce que Je tous vais les faire couteaux japonais sont damassés, sont des Non. feuilletages comme ça? Ça n'a rien à voir. Beaucoup ont des lames composites, feuilletées, en damas ou en 3 couches, Ouais. mais on a aussi des lames Là, en on a acier 3 dit couches. homogène. Là, on a les 3 couches, on arrive à bien les voir. On voit, Ouais, on voit ici juste la et au dos, délimitation. on voit, il y a Une ligne. c'est ce où qu'on on appelle ça aussi une lame sandwich. On va imaginer, puisqu'on est en France, la tranche de jambon, c'est l'acier dur, Ouais. et les 2 tranches de pain, c'est l'acier tendre. Ok. Et quand je vous ai dit qu'une lame était souple mais tranchante, je vais vous faire une petite démo que je fais pas tout le temps, mais Ah oui. Ah ouais, 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 Si ouais, ouais. je peux la tordre. Ah oui. La lame est légèrement tordue, elle n'a pas cassé, et je vais la remettre. C'est impressionnant. Le rasoir. On parlait tout à l'heure du couteau d'office. Il y a le couteau d'office qui est tout droit. Et souvent, je pense que les gens voient des couteaux qui sont incurvés, avec un bec. Ben, j'en ai un là. Voilà. La question, ça tombe à pic. Ça, c'est ce qu'on appelle un bec d'oiseau, Ouais. 3 tranchants. 3 tranchants. Celui qui coupe ici, Ouais. ici, Oui, puisqu'on va retirer les yeux des pommes de terre avec ce tranchant-là. bien sûr. Et la pointe Et la comme un cutter. Donc c'est un couteau qui est vraiment parfait pour toutes les décorations de légumes, fruits et légumes. C'est Ouais. vraiment orienté végétal. Fruits et légumes, c'est pas le premier couteau d'office Non. qu'il faut avoir. C'est un couteau d'appoint pour les gens qui font beaucoup de fruits et légumes et les gens qui refusent d'éplucher avec un économe ou avec un Ouais. castor. Donc ensuite, on va se poser la question, quel est le type de cuisine qu'on fait? Ok. Quelqu'un qui consomme beaucoup de viande n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est Végétarien, ouais. végétarien ou vegan, Ou forcément. pescatariano. Ouais. Donc moi je considère que quasiment ces 2 couteaux-là, un couteau de précision, un couteau de petits travaux est incontournable. Bien sûr. Ensuite, on va varier sur l'éminceur qui peut être un santoku si c'est en version vraiment utilisation viande, légumes, poisson. Ouais. Quelqu'un qui consomme beaucoup de viande, on lui conseillera forcément un couteau de chef. Un Et vrai par minceur. exemple, quelqu'un qui fait que du légume, Ouais. cette forme-là, traditionnelle japonaise, qu'on appelle un akiri, qui est un couteau carré et qui permet d'émincer et quasiment de se servir comme une spatule. Une spatule. Et puis, tac. Et il y a quelque chose qui, moi, m'intrigue. Et je pense qu'une fois qu'on a la main, qu'on a choisi un peu son style, qu'on a choisi la couleur, il y a une question qui est hyper importante, je pense, c'est le prix. Le prix, très important. Moi, il y a plein de gens qui me disent, moi j'ai acheté mes couteaux chez ces grosses marques suédoises qui nous foutent des jetons. Et ce fil, il va durer 3 jours, tu vas découper 3 échalotes et le couteau, il est foutu. Bien évidemment, ça coûte, je sais pas, 20 balles, mais pourquoi les couteaux ont un certain prix? Alors, la première chose, tu en as parlé tout à l'heure de l'angle, c'est un truc qu'on ne voit pas forcément à l'œil, c'est la géométrie de la lame. Ouais. Ce qui coûte cher dans un couteau, c'est les étapes de meulage, ce qu'on appelle l'émouture. C'est ce qui va faire la coupe bien avant la qualité de l'acier. Ouais. Donc si tu as une pomme à couper, il vaut mieux prendre une lame de rasoir ou une hache.
Une pomme à couper, une lame de rasoir. Bon, et ben, en gros, les couteaux bas de gamme, ils ont des angles de coupe légèrement convexes parce que ça coûte moins cher, un peu comme une hache, ça coûte moins cher à meuler. Ok, je Voilà. vois. Et les couteaux haut de gamme ont des géométries ultra précises et des tranchants très très fins, Ouais, avec des aciers de très bonne qualité. Finalement, la coupe, c'est des maths, hein. C'est de la Ouais. mathématique, c'est une lame qui va pénétrer avec un angle précis ou pas. Et il y a un test qui peut être fait, et ici, on a un couteau qui est à 250 €, ouais. mais le test, vous pouvez le faire sur un couteau, des couteaux à 7-8 €. Prenez votre pouce et vous déformez le tranchant. Le tranchant se déforme juste avec la pression de l'ongle. Donc, Ouais, je le vois, on voit la lame se déformer, il y a une courbure qui arrive. le test de l'ongle, en fait, permet de voir si on va arriver à avoir un tranchant très fin. Ok. Ou Ça, c'est la flexibilité de c'est la c'est lame. l'assurance d'avoir une lame fine, donc qui a un bon pouvoir de coupe. Si je prends un couteau Victorinox, Ouais. je vais l'avoir aussi, sans forcément être plus cher. Je vais le faire, pas sur l'ongle, mais sur le rebord d'une planche. On le voit, le tranchant qui Ah se oui, oui, déforme. oui, il bouge. Le tranchant, il génère une espèce de vague. Il fait une vague, là, si on le fait là, On le voit, ouais. on le voit, il est un On peu le plus fin. voit. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est hyper clair, ok. Et ça, vous faites ça dans les magasins que tu as cités, ça bouge pas, bouge pas. le couteau bouge pas. Ok. Mais Ok. on a des couteaux d'office à 6-7 € français, fabriqués en France, des marques Nogent, des marques Opinel. Ouais. On a cette vague sur le tranchant. Ok. Donc déjà, qualité de l'acier, la finesse. Ouais. Et derrière chaque couteau, il y a aussi un travail des femmes, des hommes qui font un boulot monstrueux. Ok. Au Japon, ils ont un coutelier, gagne sa vie comme un coutelier français, hein, ça peut bien gagner sa vie. Et toutes les étapes de finition qui demandent de la valeur ajoutée sont faites à la main. Ok. Voilà. Moi, j'ai visité des usines où ces couteaux-là, qui sont des super couteaux industriels, caille, les étapes de finition sont finies à la main par des artisans. Donc les derniers. Les derniers polissages de tranchants sont faits à la main. Énorme. Ah oui, parce que pour le coup, Kai, c'est une grande marque. C'est très Akai, c'est connu. une grande marque, c'est un Ouais. très grand producteur de couteaux, au même titre que Tojiro, Suncraft. Ouais. C'est des couteaux industriels de très bonne qualité. Un couteau de très très bonne qualité peut être finalement accessible au niveau prix. À partir de 50 €, on a un couteau qui est très convenable dans la gamme. Je parle pour un format, Ouais. éminceur. À partir d'une cinquantaine d'euros, on a des couteaux qui peuvent durer très longtemps. Ok. À C'est- partir de 100 €, on va avoir des couteaux un peu plus performants et qu'on a peut-être un peu plus plaisir à utiliser parce qu'ils sont un peu plus esthétiques, des matériaux plus nobles. Ici, c'est de la poudre de bambou reconstituée. On Ok. va avoir du bois, des choses comme ça. Voilà la différence entre Ouais. du simple au double. Ici, ça coupera plus fort, plus longtemps. Ouais. Ça fera la cuisine pareil. On aura un plaisir d'utilisation qui sera supérieur avec ça. Bien sûr. Et au-dessus de 100-150 €, ça existe, surtout dans le japonais, c'est plus que du plaisir. Ouais. Voilà. Ok. C'est des matériaux nobles, des aciers plus durs, du travail d'artisan, des polissages à la main. C'est plus que du plaisir en fait. Ok. C'est quoi ton couteau le moins cher et ton couteau le plus cher? Alors le La moins question cher, de- on La question que tout le monde attend. moins cher, je pense que c'est les Kai Wasabi Black, sont le rapport prix-coupe que je recommande. Meilleur rapport qualité-prix. Voilà, meilleur rapport qualité-prix. Si vous voulez vous initier au couteau de cuisine, ça, c'est très très bien. Ok. Et après, le couteau le plus exclusif, j'ai amené quelques pièces là. Ah ouais. Des pièces un Que peu... pour nous? Ça peut être à des clients. C'est des couteaux un peu exclusifs, artisanaux. J'ai un Manaka Amono ici qui est une toute petite forge artisanale. On est quasiment vers 3000 €. Une lame damassée avec une géométrie différenciée ici, très épaisse au talon, Ah oui. mais de plus en plus fine, forgée à la main bien sûr. Un manche en loupe d'amboine, c'est un bois qui est une excroissance du padouk. Corne, double corne. Ça c'est magique. J'ai rarement vu ce genre de lame. Ça s'appelle un Oniaki. Oniaki. Une lame Oniaki, c'est un acier homogène, sauf que la différenciation de structure se fait par un travail des trempes à l'argile, et la même technique que les katanas en fait. Ok. Et on voit la vague ici qui Ah est oui obtenue sur le tranchant par une trempe. Donc seul le tranchant est dur et le dos de lame est tout tendre parce qu'il est protégé par une gangue d'argile Ça à quel prix ce genre de couteau? dans les 3000 €.
C'est vraiment le haut du panier et on en a très peu. Très peu connaissent les Oniaki, des Déception. produits que moi j'apprécie à avoir en stock. C'est incroyable. Et ici, on a des pièces. Là, ici, on a un coutelier qui fait un peu parler de lui en ce moment. C'est Takeda Mono. Ouais. Takeda, c'est une star. Hein. Un C'est style magnifique. unique, brut de forge, très rustique, très efficace, Très léger. très léger. Ça coupe très fort. Et il a un style très agressif. C'est très, c'est tracé pour la découpe. Ça, Ouais. on sent que Là, on est sur des Très prix beau. qui sont 600-700 €, la forme un peu trancheur comme ça. c'est magnifique. Et on voit les traces de martelage sur la lame, on voit le marteau pilon qui a donné un peu une structure à la lame. Mais rassurez-vous, 3000 €, c'est des pièces que j'ai moi parce que je suis passionné et que j'en ai quelques-unes. Bien sûr. Mais le gros des ventes de couteaux, c'est il y a 3 paliers, en dessous de 100 €, entre 100 et 200, Ouais. et maxi jusque 500, vous avez des pièces exceptionnelles, mais la plupart des ventes, c'est entre 100 et 200 € pour un très bon couteau de cuisine. Incroyable. La question derrière que tout le monde se pose une fois qu'on a racheté des couteaux, c'est je les ai utilisés, ils coupent peut-être un peu moins, j'aimerais les aiguiser. Je vois des vidéos des Japonais qui les aiguisent à la pierre, mais des fois ça peut faire peur. Alors quelles sont les méthodes déjà pour aiguiser et quelles sont les alternatives quand on peut avoir peur? Idéalement, effectivement, la pierre à aiguiser, qu'elle soit japonaise ou pas, est une des meilleures solutions. Ouais. Le fusil, Ouais. c'est quelque chose qu'il faut mener avec précaution parce que tout le monde sait pas utiliser un. Et moi les Japonais que j'ai croisés, ils disaient le fusil sert à te donner ce besoin de couteau, mais ça n'aiguise pas forcément. Le fusil redonne un tranchant, un couteau qui coupe déjà. Ouais, c'est ça. Les aiguiseurs diamantés, Ouais. nous, aiguiseurs, Génial. Unique dans son genre. Il y a des nouvelles, moi je vois sur les réseaux, qui vous permettent d'utiliser les commandes un découpeur allemand qui s'appelle Orb, qui a un petit peu révolutionné le visage, c'est-à-dire qu'on prend un visage, c'est donc là, on a un angle de 15 degrés pour un japonais, 20 degrés pour un Ouais, on a une surface diamantée ouais, qui est un peu plus. qui est abrasive, au bruit on va l'entendre, et une surface de finition en céramique. Énorme. Et là, il n'y a plus qu'à écouter au bruit, vous allez comprendre. Ah ouais. On a le vrai, il y a un vrai aiguisage, on Ouais. sent que c'est vraiment abrasif pour le coup. Ok. Une fois qu'on l'a fini et que le couteau coupe, écoutez bien la différence de bruit. Ah oui. Là on polish. Exceptionnel. Donc là, on rend accessible quasiment À tout le monde l'aiguisage, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quand même une différence quand on travaille à la pierre de finesse. La pierre restera le meilleur moyen d'aiguiser. Ok. Toute cette vidéo où on voit les rouleaux à papier qu'on coupe comme ça, Ouais, ça c'est vrai. c'est vrai. C'est faisable. C'est vrai. Avec ses couteaux de boucher, bien aiguisés, ça se fait aussi. On va essayer. Hein, on va tenter le crash test à la maison. Ça, c'est génial. Alors, il y a une autre question aussi, c'est l'entretien. Alors, il n'y a pas que l'aiguisement. Il y a déjà comment on les lave. Ouais. Parce que nous, on a toujours dit interdit à la machine. On est d'accord? On est d'accord. Donc, je pose une question, attends, mais pourquoi on ne les lave pas à la machine? Pourquoi on les lave directement à la main? Tout ce qui est dans la machine va potentiellement s'entrechoquer, tout ça. Et dans les lessives, il y a des agents qui sont un peu corrosifs, qui vont, entre guillemets, manger un peu les tranchants, assurément ternir les polissages. Ouais. Et donc vous allez faire vieillir 2, 3, 5, 10 fois plus vite votre couteau que si vous le lavez à la main, Bien sûr. avec une brosse à lessive, pas une éponge. Ouais.
et de l'eau savonneuse et vous le séchez aussitôt. Et basta. Et basta. Et surtout aussi pour les manches, quand on a des beaux manches en Ouais. bois. Pas ça, d'eau ça- et on les laisse pas, on les sèche tout de suite, on les laisse pas s'essorer dans un plan de travail tout humide. Bien sûr. Voilà. Et il y avait une autre question, c'est que souvent, je vois des couteaux qui sont du coup japonais, mais avec un angle vraiment marqué et un angle droit, Ça, ce sont les lames asymétriques. C'est asymétrique. la spécialité des Japonais. On les retrouve surtout sur certains couteaux pour le travail du poisson. Ce qu'on appelle un débat. Ça, c'est Donc magnifique. ça, prends-le en main, tu vas voir, c'est très épais, très lourd. C'est une pioche. Hein. Ah ouais! Ah ouais, faut aller à la salle avant de porter le, le couteau. Donc hein. ça, c'est le couteau qui sert à débiter le poisson entier. Donc on coupe les arêtes dorsales, on coupe les nageoires. C'est un couteau qui est orienté droitier, puisqu'au Japon, il y a très peu de gauchers. C'est dingue. Du coup, la lame, elle est du côté droite. Ok, Ouais. La géométrie est biseautée comme un ciseau à bois. De l'autre côté, elle est concave. Ah oui, il y a une... Non. Ah oui, Elle énorme. n'est pas plate, elle est concave. Ah oui, je le vois. Et du coup, si je suis gaucher au Japon, C'est pas bien vu déjà au Japon. Il y en a Ah ouais très peu. Ouais, très peu de gauchers. On m'a déjà parlé que les gamins sont attachés la main dans le dos à l'école. mais non. C'est ouf. Et donc ces lames asymétriques là sont très particulières. Par contre, une fois qu'on maîtrise, c'est vrai que c'est c'est génial. incroyable. Et là, c'est un type de lame où on n'a pas de souci d'adhérence de la tranche qui colle et tout ça, puisque la lame éjecte aussitôt la tranche. Ah oui, mais il y a pas de, elle n'est pas collée. Elle est pas collée. Ok. Donc ça, c'est des couteaux qu'on utilise beaucoup pour les thons, pour les. Ça, ce sera Le un grand couteau de filet. préparation de sushi, sashimi, un couteau de sushiman quoi. Et celui-ci, Incroyable. le couteau de préparation du poisson. C'est magnifique. Ça, c'est la beauté. T'imagines au restaurant, si tu arrives et tu manges avec la main gauche, on te facture 2 fois le prix. C'est une bonne idée, ça, je trouve, hein, une bonne méthode. Petite astuce aussi, il faut toujours couper sur du bois. Oui. Ah, attends, on n'a pas parlé de ça. On voit aujourd'hui de plus en plus des planches en... J'ai vu de l'acier dernièrement. Titane même. Du titane. Il y avait des planches en verre. J'ai vu le plastique, en plus c'est affreux parce que quand tu coupes, comme tu as des lames comme celle-là, tu coupes sur du plastique, tu coupes. Ouais, tu as des bouts de plastique. On Quoi. mange du plastique. C'est un truc de malade. Donc le bois, il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus durable. Tu sais que c'est interdit Non. dans les cuisines professionnelles. Tu regarderas, tu taperas sur Google, utilisation des planches en bois, tu vas tomber sur le site du ministère, et ça a été interdit quelque temps. Pourquoi on nous le dit à chaque fois? Je te pose, c'est incroyable, tu vois, dans les restaurants ou dans les vidéos qu'on fait, quand tu fais des vidéos avec des planches en bois, tout le monde te dit c'est interdit dans les cuisines. Fais Google, tu vas tomber sur un site .gouv.fr qui dit que certains bois sont autorisés, chêne, frêne, érable peut-être. Ouais. Les bois japonais comme l'inoki. Ouais. Et en fait, à la fin, s'il y a un contrôle, ils font des prélèvements. Oui. Et il vaut mieux toujours une planche en bois sale qu'une planche en plastique propre. Ah oui. Ouais. Le bois est naturellement antibactériologique, c'est-à-dire que les bactéries ne se reproduisent pas sur le bois, Ouais. elles se reproduisent sur le plastoc. C'est un truc de ouf. Tu sais comment on entretient du coup une planche? Ouais. Donc j'ai vu que tu avais fait une vidéo qui était très bien d'ailleurs. En vrai, ces vidéos, c'est marrant parce qu'on part d'un sujet qui divise tellement et on les fait pour avoir aussi ces infos, tu vois, c'est ce qui est génial. Quelle est la bonne méthode pour entretenir une planche en bois? En boucherie, à l'époque, les bio, on les grattait. Et là, bah, il faut le gratter. On grattait un coup d'huile et y a là. C'est ce que je vais. Tu viens de me dire ce que j'allais te montrer. Ah ouais, pardon. On gratte, Je ne dis plus rien. on gratte et on huile. Donc vous prenez un couteau chez vous, cette planche, c'est du hêtre. Le hêtre est autorisé aussi. Et vous prenez un couteau et vous allez. Ah ouais, carrément. C'est ce que les bouchers faisaient. Hein, donc après le couteau, il aura besoin d'un petit aiguisage, Bien mais c'est sûr. pas grave. On a cette petite poudre là qui est juste du bois. Ouais. Et qui prend tous les saletés, les impuretés, Et après, un petit coup d'huile. Ça, c'est de l'huile de camélia. Ok. C'est une huile minérale naturelle. Est-ce que si on n'a pas camélia, est-ce qu'un Une huile de. un peu pain de raisin ou un tournesol, un Ce truc qu'il y a, de c'est qu'elle elle produise un petit résidu après les autres huiles. Ouais. Et là, non. Incroyable. C'est dingue. Et là, tu as une planche toute neuve. Quasi. Et bah, on va refaire une vidéo. Hein.
On va refaire une vidéo sur les planches en bois. Mais ta aussi. technique était bonne, hein. Y a Ouais, pas ouais, de c'est souci. le citron, le sel, tu as ce système un peu abrasif. Il n'y a pas de solution unique. Ouais. Tu m'as demandé ma solution, moi, je te montre la mienne, hein, mais la tienne, je dis, vaut mieux que les gens fassent quelque chose plutôt que de rien faire, mais ta technique est bonne et celle-ci retire quelques particules de bois par particule de bois, donc tôt ou tard, la planche va se creuser. Comme les billots Puis, débouchés. ils reviendront nous voir, on en revendra une. Utilisez cette technique, elle est bien. Une planche, ça vaut une quarantaine d'euros. Ouais. Une planche en bois, en chêne, faite en France, bois français, faite en France. Une Et Ouais. tu les as ici? Ouais. C'est énorme. Au resto direct. Salut chat. Est-ce que on peut utiliser du bois dans les cuisines d'un restaurant, surtout pour les planches à découper? Salut Joanne. Oui, on peut tout à fait utiliser du bois dans les cuisines d'un restaurant, y compris pour les planches à découper. Faut juste respecter les normes d'hygiène et d'entretien. Le bois est même souvent apprécié parce qu'il est doux pour les couteaux et qu'il a un côté naturel sympa. Donc tant que tu les entretiens bien, c'est tout bon. C'est vraiment légal. Je vais pas me prendre un contrôle vétérinaire. Oui, c'est légal, pas de souci. En France, par exemple, le bois est autorisé tant que c'est un bois adapté, bien entretenu et qu'il n'y a pas de fissures ou de contamination. Donc si tu utilises des planches en bois de bonne qualité et que tu les nettoies correctement, les services sanitaires vont pas venir t'embêter. Donc tu peux y aller tranquille. Ok. Juste pour info, je m'appelle Juan et pas Juan. Hein. Ah, parfait. Merci de la précision, Joanne. Je note ça et j'utilise bien que tu préfères. Écoute, c'est génial. Franchement, on a appris plein de choses. Moi, j'ai envie de tester plein de trucs. Je vais rentrer à la maison, je vais aiguiser des couteaux. J'ai plein de pièces de viande, de poisson, de légumes. Et j'ai envie de tester. On continue l'aventure. On continue l'aventure. Et merci beaucoup. On rappelle, tu es au... Ici, on est au 35 rue de l'Abbé Grégoire à Paris 6, juste en face Ferrandi. Il y a un site internet incroyable. Mais tu sais qu'avant d'acheter mes couteaux chez toi, je les commandais sur internet, sans te connaître, sans rien. C'est chez toi que je commande. Ouais. Et c'est un truc de ouf. Il a tout. Ça arrive chez toi, nickel, dans le carton. Tu as le Japon entre tes mains. Enfin, le Japon, la Suisse, l'Allemagne, tout. C'est exceptionnel. On rappelle, c'est couteaujaponais.com. couteaujaponais.com. On est au 35 rue de l'Abbé Grégoire dans le 6e arrondissement, en face de Ferrandi. Les amis de Ferrandi, venez ici, c'est exceptionnel. Vous avez du conseil, vous avez un savoir-faire unique, vous avez du suivi, on peut aiguiser vos couteaux. C'est exceptionnel, vraiment monumental. Fabien, merci beaucoup. Merci. C'était génial. Merci, Joanne. Mais merci pour tous ces conseils, pour tout ça ton fait temps. plaisir. Et maintenant, tu vois, on a une adresse. On a d'une certaine façon vulgarisé aussi peut-être un univers qui peut nous faire peur, à voir a priori. Mais grâce à toi, eh ben, on est maintenant plus clair. Direction la maison. Merci beaucoup. Allez, merci à toi. Vamos. Là, il y a un truc qui se passe. Là, il y a un truc qui se passe. Là, il y a un vrai truc qui se passe. Bon les amigos, on va tester aujourd'hui dans le réel tout ce qu'on a appris pendant cette vidéo. On va mettre à l'épreuve ces couteaux, des couteaux qui coupent pas trop. Celui-là, il a été très utilisé, il coupe plus grand chose, vraiment il est un peu fatigué. On va tester plusieurs affûtages. J'ai quelques couteaux différents. J'ai le couteau boucher, un couteau de chef ou un couteau éminceur. J'ai un couteau qui coûte à peine 30 ou 40 euros sur le marché, des couteaux qui sont plus chers, de 400 euros. Et on va les mettre face à face pour voir si l'affûtage, si le prix, si c'est vrai. Fabien nous a donné son argument. Il pense qu'entre une cinquantaine à 150 euros, les couteaux se valent. Il y a une vraie qualité. Mais au-delà, c'est plus la maniabilité, le style, l'assurance, la qualité. C'est vraiment un plaisir personnel. On va tout tester ensemble. Et le crash test, c'est maintenant. Bon, on s'est rendu compte, les couteaux qu'on a ici, juste à notre droite, c'est des couteaux où la lame a été très usée. On va essayer de les aiguiser. On va faire un crash test sur cette nouvelle technique d'aiguisage, qui est cette pierre qui apparemment est révolutionnaire. On va la tester. Je vois ça sur les réseaux partout. On va voir si c'est fake ou si c'est un vrai. Ce couteau-là, par exemple, c'est un couteau qui coûte à peu près une trentaine d'euros dans le marché, un peu partout. C'est vraiment un couteau qui n'est pas cher. On va faire le test. Du coup, on se met là. Je tiens ici et on va attaquer du coup la lame avec. Il y a un système d'aimant qui tient la lame et qui me permet de garder le même angle tout le temps. C'est assez intuitif pour l'instant. Alors,
Ça marche assez bien. J'ai l'impression que la partie basse, là où le couteau est tenu, est mieux aiguisée que la pointe. Mais j'imagine que derrière, on peut tout simplement bouger. Ah non, ça marche très bien. Du coup, on va venir faire la pointe grâce à cet angle qu'on lui a donné. Il faut jouer un peu avec la position dans laquelle le support il est. Donc là, 20 degrés. Et une fois ce côté travaillé et l'autre angle également, on va passer au polissage, qui est une partie fatidique, très importante de l'aiguisage, parce que c'est vraiment ça qui va permettre d'aller chercher un fil très net. C'est un couteau qui, le grip n'est pas très agréable. D'ailleurs, quand je l'aiguise, l'acier, il part d'une facilité, donc on se rend compte que c'est une lame qui est pas très qualitative. Hein. On se rend compte que, voilà, je vais vous montrer. Quand je fais ça, vous voyez, j'ai la lame, tu vois, qui est en train de s'aiguiser et qui lâche du coup les petits morceaux d'acier qui a été aiguisé. Et ça vient avec beaucoup de facilité. Normalement, les couteaux de grande qualité, où il y a plusieurs couches et où il y a du travail, c'est beaucoup plus dur à avoir, c'est beaucoup plus long. Je suis assez bluffé du résultat. Il manque un petit détail. Donc franchement, ça marche vraiment pour le coup. Je suis assez bluffé, étonné par ça. Si on veut vraiment avoir un couteau aiguisé parfaitement, après, il faut juste reprendre un tout petit peu sur la pierre. Moi, pour le perfectionnement du fil, il faut y aller sur quelque chose de plus fin. Et je trouve que pour le coup, c'est assez bluffant le résultat de cet ustensile que je ne connaissais pas. Cette pierre qui m'a permis juste d'affiner un peu l'aiguisage de l'angle. Et c'est assez bluffant parce que tout d'un coup, on a quelque chose, regardez. On a vraiment quelque chose qui commence à avoir le fil d'attaque. Oh my God! Wow! Voilà. C'est assez impressionnant. Hein. On est sur un couteau, je vous ai dit, c'est pas un couteau qui est très cher. Maintenant, ce fil, il va pas durer longtemps. C'est un couteau on peut aiguiser profondément. Il faudra aiguiser tous les jours si on veut avoir ce résultat. Regardez l'équilibre, ça part côté manche. C'est méga lourd. Moi, j'apprécie pas trop ce genre d'équilibre. Moi, j'adore les couteaux quand l'équilibre est un peu plus balancé entre la lame et le poignet. Vous voyez, là, je suis sur quelque chose d'assez équilibré. J'aime bien à la limite, le poids est plus côté lame que côté manche. Comme ça, vraiment, c'est ma lame qui va travailler. Ce n'est pas forcément mon bras, c'est ma lame. Et ça, je préfère dans l'utilisation de mes couteaux. On va aiguiser notre couteau à viande. On va tester. Ça, c'est pareil, je vais vous montrer. Là, ça ne coupe pas. Hein. J'avoue forcer. Je ne rentre pas. On va le passer rapidement là-dessus. Et j'ai un peu plus de mal à trouver ce fil parfait que j'ai trouvé assez rapidement sur une lame qui est de moins bonne qualité. Il n'est pas trop mal. Alors, on ne va pas avoir, je pense... Ouais, quand même. Bon, on est pas mal. Ça commence à avoir quelque chose. On a une petite agressivité qui commence à s'installer. Je dirais, c'est intéressant. On n'aura jamais la finesse du fil qu'on peut avoir à la pierre, mais franchement, intéressant. Donc, on peut dire qu'un couteau qui est plutôt bas de gamme ou plutôt accessible, qui soit bon marché, souvent, c'est des lames qu'il va falloir aiguiser très régulièrement. C'est un couteau qui va durer beaucoup moins dans le temps. Est-ce qu'on peut couper avec? Oui. Est-ce qu'on peut l'aiguiser? Oui. Après, est-ce que le toucher en main va être aussi délicat, aussi équilibré? Est-ce que ce fil va être aussi constant? Est-ce que ce look va être aussi joli? Est-ce que le travail derrière des aciers a été aussi minutieux? Eh ben non. Moi, très honnêtement, mon cœur, il se dirige très rapidement sur des couteaux, pas forcément les plus chers. On n'est pas obligé de mettre 400, 500 € sur un couteau, mais un couteau qui peut coûter déjà une centaine, 150 €, qui est un budget, mais c'est un couteau que je vais garder pour toute ma vie. 100 ou 150 € pour un éminceur couteau de chef qui va durer 15, 20 ans, que je vais pouvoir aiguiser, accompagner et qui va m'accompagner toute ma vie. Honnêtement, moi, mon cœur chavire vers la qualité plutôt que la quantité. Voilà. On va tester maintenant les couteaux en action sur de la viande, sur de poisson, sur des fruits, sur des légumes et voir si Fabien avait raison. Moment plaisir, on va zigouiller tout ce qui traîne. Je lui ai coupé la tête. Voilà. Ni vu ni connu. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me rendre mon beau donné, s'il vous plaît? Crash test, c'est maintenant.
Les amis, il faut savoir que dans la vie, il y a plusieurs choses qui coupent. Alors oui, les fils très fins, ça peut couper. Comme un couteau bien aiguisé, en l'occurrence ici. Ça coupe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vitesse. La vitesse, elle coupe. Si vous venez pleine balle, et c'est des choses qui sont déjà arrivées, et qu'il y a un câble en acier bien tendu, vous êtes à 120 km en ski et vous prenez le câble en pleine gorge, je vous assure, le câble n'est pas aiguisé, mais ça coupe. Et il va falloir remonter la pente pour aller chercher votre tête. Donc, la vitesse et l'autre chose, c'est la force, la puissance. Quand on a une masse avec une épaisseur pas trop épaisse, qui vient avec une certaine vitesse et qui tape un élément, ça coupe, même si ce n'est pas aiguisé. Donc aujourd'hui, quand vous voyez des vidéos incroyables, des gens qui découpent des pastèques, des ananas en Instagram pour faire des vues, c'est très sympa, c'est très mignon, mais ça ne veut pas dire que le fil soit bien aiguisé. Détrompez-vous. Si vous voulez faire des vrais tests de découpe et de fil, il faut aller chercher la peau d'une tomate sans appuyer, sans faire d'effort, tout simplement en laissant la gravité et la force du fil traverser la chair. Et c'est là qu'on va voir si un couteau coupe ou pas. Mais vraiment, j'appuie zéro. Hein. Je suis avec mes deux doigts. C'est la lame qui travaille. On voit à travers les gars. Hein. Ok, je ne vais pas appuyer. Hein. Regarde, le couteau, c'est son poids. C'est le poids du couteau. Là, c'est abusé. On va tester les couteaux de poisson. J'ai un petit couteau filet de sole français, pas très bien aiguisé, un petit peu oublié. On va voir quand on lève un poisson, regardez. Alors on va venir sur la section derrière, regardez. Là j'essaye, vous voyez, on va devoir forcer. Qu'est-ce qui se passe quand mon couteau n'est pas bien aiguisé? Il faut vraiment que je tienne la peau, que je force, je viens intégrer. Putain, c'est dur. Une fois que je suis dedans, il faut que je force. Horrible. Horrible parce que on va venir faire ce geste, on touche la chair, on appuie, on casse. Et ça, c'est pas très bon pour le poisson. Donc je vous déconseille de faire ce genre de geste avec des couteaux qui ne sont pas aiguisés. On change pour un couteau style japonais, un couteau qui est de taille, comme il l'a dit, un peu moyenne. Ce n'est pas un couteau d'office, ce n'est pas un éminceur, c'est un petit couteau souvent utilisé pour les légumes. Ce n'est pas ce qu'on connaît pour les poissons. Mais moi, j'aime bien m'en servir. Ce n'est pas un filet de sole, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Les filets de sole, normalement, ils ont cette souplesse. Là, j'ai un couteau qui est plutôt rigide. Mais vous allez voir, j'adore cette rigidité. Quand je lève des poissons, regardez, moi, je vais faire une incision sur toute la partie dorsale, comme ceci. Je travaille qu'avec la pointe. C'est la pointe de mon couteau qui vient s'intégrer ici, sur l'arête dorsale. Mais même s'il est mal écaillé, mon couteau, il est tellement bien aiguisé que je vais avoir vraiment un travail chirurgical sur le côté de l'épine dorsale. Vous voyez, là j'ai accès avec mon couteau bien aiguisé. Ça me permet même de découper les arêtes si je veux. Pour venir, on a presque un seul coup, lever mon poisson. Vous voyez, et j'ai mon filet, nickel. Bam! L'avion. Alors il y a plusieurs couteaux pour travailler la viande. Il y a bien évidemment le couteau de boucher. Ce couteau il est court, il nous permet d'aller chercher des petites concavités et aller chercher les morceaux de viande et nettoyer, parer. On a ce couteau bouché qui nous permet aussi de, voilà, avec des simples gestes, enlever l'excédent de gras, l'excédent de nerfs. Il nous permet aussi de portionner la viande. Le couteau de boucherie, finalement, il devient un peu petit. J'aime bien passer soit à des couteaux du coup de chef, mais peut-être le couteau de chef quand on travaille de façon traditionnelle, le 25-28 va être un peu trop grand. Donc on a souvent cette taille, ce format qui fonctionne assez bien et qui d'ailleurs est méga précis. On l'a vu tout à l'heure, il suffit juste de prendre le couteau, regardez, et de laisser le poids du couteau travailler. Voilà. C'est d'une efficacité redoutable. Si vous voulez faire du spectacle parce que ça vous plaît, bien évidemment, il y a les couteaux qui sont plus grands. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'utilité. Donc, par exemple, si un jour vous avez un grand filet de bœuf et que vous avez, ou un roast beef que vous avez découpé, vous voulez faire
des tranches un peu fines, un peu nettes et utiliser toute la longueur pour travailler, pas avoir des traces sur votre chair. C'est-à-dire que vous allez tout simplement prendre toute la tranche et découper, profiter de tout le fil, pour avoir une tranche nette. Vous pouvez les utiliser, mais il est plus conseillé quand on travaille des filets de thon, des filets de l'espadon, des poissons un peu plus grands, plus dodus, plus épais. Voilà. Pour ce genre de pièces de viande, eh ben, c'est très bien de travailler avec ce genre de couteau. Toi, t'es beau, toi. Tu mérites d'être bien découpé. Je pense que pour celui-là, je partirais soit sur le NAS, qui est la taille. Voilà, c'est une belle taille. Là, si on voit la largeur de la viande et pas trop large, ça, c'est un couteau chef qui me permet de travailler plusieurs choses, des légumes, des viandes, des poissons. Donc ça peut être une bonne option. Donc en vrai, moi, je vous conseille un couteau pas très grand. On est sur entre 18, 20, 22, ça marche très très bien. Très bien aiguisé. Et regardez, normalement, quand vous voyez quelqu'un couper la viande, des fois, il faut énormément d'aller-retour pour pouvoir traverser la viande. Si votre couteau est bien aiguisé, normalement, regardez, un aller, un retour et votre viande elle est coupée. Okay? C'est là où on se rend compte que le couteau il est bien aiguisé et en plus la viande est de bonne qualité. Il y a quelque chose d'intellectuel, de psychologique quand le couteau il coupe bien. On pense déjà que la viande elle est tendre. Quand on passe à travers des muscles avec facilité, il y a ça qui se passe dans notre tête. On a déjà cette sensation que la viande, elle va être hyper fondante en bouche. Et c'est hyper important, le couteau avec lequel on découpe. Voilà. On a quelque chose de bien homogène. Merci à la coutellerie de Bourly, merci à Fabien, merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que cette vidéo, ce n'est pas pour vous donner mon avis. C'est tout simplement pour répondre à cette question qu'on se pose quand on commence la cuisine de quel couteau je dois acheter. Voilà, j'ai posé des questions, j'ai eu des réponses. J'espère qu'elle vous a servi. J'ai kiffé faire cette vidéo, j'ai appris plein de choses. Et maintenant, si vous voulez acheter des couteaux, vous savez très bien qu'à Paris, dans le 6e, il y a une très belle coutellerie. Sur Internet, vous pouvez vous faire livrer. Sinon, allez au Japon à la rencontre de ces artisans incroyables. Allez en Suisse, ici en France, il y a des couteliers dingues. Amusez-vous, trouvez, pas chaussures à votre pied, mais couteaux à votre poignet. Kiffez, régalez-vous les amis, faites-vous plaisir. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, nous les mettre sur Instagram, les partager un max. N'hésite pas à partager cette vidéo aussi avec des copains, des amis qui ont les mêmes questions que toi. Mets un petit pouce comme ça. Abonne-toi et tout simplement, je t'aime.